Bonjour à vous tous qui écoutez ce podcast. Depuis quelques temps, dans la mission Béchar cette semaine, nous avons décidé d'établir ce moyen de communication pour rejoindre nos paroissiens et tous ceux qui voudront bien nous écouter, évidemment. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série pour présenter un peu les changements pastoraux que nous mettons en place dans nos milieux paroissiaux. Cette série qui va s'appeler « Renouveler, pas encore ». Je commence en me présentant. Je suis l'abbé Alex Cordoni. Je suis dans la mission Béchar cette semaine depuis 2 ans. Je collabore avec Thomas Malenfant, qui est le modérateur de l'équipe, et Sébastien Gendron. Alors, je leur laisse dire quelques mots pour qu'ils se présentent eux-mêmes. Alors, Sébastien Gendron, moi, je suis engagé depuis 1 an et demi maintenant dans Bellechasse et de Chemin. J'ai un rôle un peu de coordination là, au niveau de la pastorale, avec un souci pour les communications et la formation des leaders, donc la formation chrétienne permanente. Alors, je suis très heureux d'être ici. On a un milieu très fécond, une belle équipe pastorale, un beau potentiel au niveau de nos leaders aussi sur le terrain. Alors, ça fera plaisir de parler de tout ça avec vous dans les prochaines semaines, les prochains temps. Je m'appelle Thomas Malenfant, je suis prêtre depuis 5 ans. Je suis arrivé ici dans les paroisses de Bellechasse et de Chemin l'été 2018 et je suis modérateur de l'équipe Insolidum. Alors, merci. Comme je disais tantôt, nous souhaitons vraiment passer d'une pastorale de conservation à une pastorale d'évangélisation. Nous avons prié pour cela. Nous avons aussi essayé de puiser de l'inspiration dans d'autres expériences que nous avons vues autour de nous, d'autres expériences d'église qui ont porté des fruits. Surtout Sébastien, je pense que tu as été plus en contact avec cela. Tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit? C'est-à-dire que j'ai bouquiné un peu comme tout le monde dans différentes sources. Ici au Québec, les principales qu'on connaît là, en particulier, c'est Divine Renovation à Halifax, à la paroisse Sainte-Bénédicte. Et on a aussi une référence à The Rebuild aussi aux États-Unis. C'est des milieux qui se sont renouvelés, qui ont vraiment pris le taureau par les cornes, si on peut dire, qui ont vraiment pris des moyens forts pour changer la mentalité, changer les pratiques. Toutefois, c'est des milieux quand même anglo-saxons, si on peut dire, et une grosse particularité de ces 2 milieux en particulier, c'est qu'ils sont centrés sur un seul lieu de culte. Donc, le pasteur et son équipe peuvent s'adresser directement à leurs paroissiens toutes les semaines, à leur messe du dimanche. Ils peuvent aussi aménager le lieu où ils font la messe de la manière qui leur convient pour accueillir différents groupes cibles, des familles, des gens seuls et tout ça. Donc, ils ont vraiment une espèce de centralisation qui permet une grande versatilité, une grande adaptabilité en fonction de ce qu'ils veulent accomplir. Nous, notre grosse particularité ici dans Bellechasse et de Chemin et de plus en plus partout au Québec, c'est la multiplicité des lieux de culte avec un écartèlement, si je peux dire, au niveau pastoral entre le peu de ministres et d'agents mandatés aussi pour couvrir ce territoire. Donc, nous, ici, dans Bellechasse et de Chemin, on a 29 communautés locales réparties sur 3 paroisses regroupées. Donc, c'est un gros défi tant au niveau des communications qu'au niveau pastoral. On veut une pastorale de proximité, mais en même temps, comment développer cette pastorale de proximité quand on est très peu présent physiquement, en fait, sur les différents lieux pour lesquels on a une responsabilité. Donc, dans ce podcast, on va parfois s'inspirer de principes qui sont dans ces livres. Il y a beaucoup de bonnes choses dont on peut tirer profit, mais on ne peut jamais faire du copier-coller finalement, parce que chaque paroisse aussi et chaque milieu est différent. Donc, ça demande à la fois d'avoir du respect pour ce qui nous précède et en même temps une créativité et une dose d'originalité à chaque fois pour faire du neuf selon les contextes, les défis qui sont les nôtres. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher justement. Qu'est-ce qui est particulier chez nous et comment on peut arriver à travailler dans ces conditions-là? À part de cela, Thomas, est-ce que tu vois d'autres raisons pour lesquelles continuer dans ce projet-là? Ce podcast-là, c'est en nous obligeant, entre guillemets, nous-mêmes, comme équipe, à parler, à mettre en mots l'expérience qu'on a vécue jusqu'à maintenant, les bons coups, les erreurs aussi, les cul-de-sac, là où on est rendu, en s'obligeant à le communiquer, on s'oblige aussi à le réfléchir un peu mieux, c'est-à-dire qu'on s'oblige un peu à préciser. Sébastien parlait de principes qu'on reçoit à toutes sortes de sources, dans la parole de Dieu, dans des paroisses ailleurs, tout ça, mais ces principes-là, ils sont, une fois, quand on est obligé de les communiquer, on est obligé de les préciser aussi, puis quand ils sont plus précisés, ça devient plus facile de les mettre en œuvre aussi. Fait que cette espèce d'exercice-là qu'on se donne, c'est bien sûr, c'est un exercice de communication parce qu'on se rend compte que on va en parler plus tard là, dans la série, c'est sûr, mais c'est pas notre point fort. On a beaucoup de misère en Église, dans nos milieux, nous-mêmes comme équipe, on a de la misère à
à dire aux gens, on est rendu où, les décisions qui se prennent, ils se prennent pourquoi, tout ça. Mais en s'obligeant à le communiquer, en plus, on s'oblige nous-mêmes à le réfléchir plus précisément, à affiner ces décisions-là, à affiner ces principes-là, ces façons de fonctionner-là. Puis, dans ce sens-là, le podcast, c'est aussi un dialogue. C'est un dialogue entre nous trois. C'est un dialogue dans lequel on va régulièrement inviter aussi d'autres personnes selon les thèmes des épisodes. On se gênera pas d'inviter d'autres personnes, mais c'est un dialogue aussi avec les gens qui nous écoutent. On espère qu'il va y avoir dans nos paroisses des gens qui, en écoutant ce qu'on raconte ici, le pourquoi, l'historique un peu de certaines façons de fonctionner, vont avoir des propositions, vont avoir des réactions. Puis si ça peut être ce podcast-là aussi une occasion de dialogue, de mise en commun, puis ça permet à des gens de nous communiquer des choses qu'on n'avait pas vues, ben ça c'est gagnant aussi. Bien sûr, puis moi je voudrais rajouter aussi que nous, dans nos paroisses de la mission Bellechasse-Sept-Chemins, nous vivons une expérience qui dure depuis 2 ans d'un grand regroupement. Alors ces grands regroupements de paroisses-là sont en train d'avoir lieu un peu partout dans le territoire du diocèse. Nous pensons que l'expérience que nous avons eue, ça peut être utile aussi de la partager à ces milieux qui sont en train de vivre cette transformation actuellement. Ça peut leur être utile peut-être qu'on parle un peu des difficultés, mais aussi des réussites que nous avons pu avoir pendant ce premier temps de transformation. Puis encore par rapport à ça, c'est aussi une occasion de dialogue avec ces milieux-là. C'est-à-dire que si, par exemple, certains nous écoutent puis ont des expériences différentes de les nôtres ou ont trouvé d'autres idées ou créativités, nous, on va être très heureux de pouvoir échanger avec eux parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité de la mission de se parler, d'être dans une communion élargie au-delà de nos secteurs pastoraux, au-delà de nos réalités locales. Donc, c'est un désir de communion plus grand aussi qu'on a derrière ce projet-là. Bien sûr. D'ailleurs, on parle justement de ces 2 années d'expérience. Ça serait le fun de retourner un petit peu en arrière, là, puis de demander à Thomas, là, lui qui était ici avant moi et Sébastien, c'était quoi la situation qu'il a rencontrée quand il est arrivé ici, là, au début? Moi, je suis la personne âgée de cette équipe-là. Le petit vieux. Je suis le petit vieux. Moi, écoute, je fais partie des meubles, ça fait 2 ans et demi. C'est pas pour me vanter, là, que je suis ici. Alors, mais c'est ça. Étrangement, de fait, ça fait 2 mois avec quelques autres membres dans l'équipe pastorale. Je suis arrivé 1 an avant les autres. Derrière cette expérience-là de mission Bellechasse-Sept-Chemins, il y a eu une rencontre diocésaine du clergé en février 2018, si je me rappelle bien, là, ce qui est tantôt, je pense que j'ai dit que je suis arrivé en été 2018, mais c'est pas vrai. Je suis arrivé oui, c'est ça, été 2018. C'est ça. Alors, en février 2018, il y a eu une rencontre du clergé du diocèse de Québec dans laquelle l'équipe qui est responsable de conseiller l'évêque pour la nomination, c'est-à-dire l'organisation des ressources, des prêtres spécialement, entre les différentes paroisses du diocèse. Puis, ils ont présenté aux prêtres en responsabilité du diocèse une situation particulière dans la région de Bellechasse-Sept-Chemins, où il y avait 3 équipes pour les 3 paroisses de Saint-Benoît de Bellechasse, Sacré-Cœur de Jésus en Bellechasse et Sainte-Cathérie, qui étaient elles-mêmes des paroisses qui venaient juste de se annexer, fusionner, / nouvelle forme administrative, là. Mais ces 3 paroisses-là avaient chacune une équipe où il y avait un curé et un vicaire, en gros. Puis ces 3 équipes-là, qui sont une à côté de l'autre, on me présente à cette rencontre-là en février 2018 que les 3 équipes terminent leur mandat en même temps. C'est-à-dire qu'on a 3 curés et 3 vicaires qui terminent leur mandat dans ce milieu-là pour toutes sortes de raisons en même temps. Puis ça avait été un exercice vraiment de prise de conscience pour les prêtres qui étaient là, de se dire, OK, on est rendu là. On en parle depuis un bout là, de nécessité de voir la pastorale autrement, d'organiser les équipes autrement, mais là, c'était pour la première fois, en tout cas pour mon expérience, c'était très concret. Très concret. Puis tout avait été mis sur la table. Alors, la population, c'est ça. L'état des lieux, c'est ça. La démographie, la population, la vitalité. Il y avait eu un portrait qui avait été fait par les équipes, en partie par les équipes qui étaient là avant. Puis, tout avait été mis sur la table. Puis, il y avait eu une journée de discussion où chacun, partant de son expérience pastorale, disait un peu, comment qu'on pourrait prendre ça? C'est quoi, ça serait quoi les façons de
de fonctionner? Est-ce que ça serait une seule équipe? Est-ce qu'on split le monde? Comment on fonctionne? Est-ce que les gens vivent chacun? On fait une équipe de 3 prêtres, mais chacun vit dans une paroisse, tout ça. Et c'est suite à cette rencontre-là qu'il y avait eu la proposition d'une équipe in solidum, qui était initialement prévue pour être 2 prêtres à temps plein, à laquelle s'est joint un 3e prêtre à demi-temps, assez rapidement, qui a commencé l'été suivant dans ce ministère-là, dans ces 3 paroisses-là. Le choix avait été fait de vivre ensemble, d'avoir une communion de vie, que les prêtres de l'équipe fassent vie commune, une vie de prière ensemble, et le choix de l'endroit où on vivait, la façon d'organiser un peu le ministère est partie de cette réflexion-là, où plusieurs personnes avaient mis toutes sortes d'idées ensemble, puis il y avait c'était le résultat de cette réflexion-là. Ce qu'on a fait en arrivant la première année, c'est on a capoté. Ça, c'était la première chose. Ça, c'était super important de capoter. C'est la base. Ça, c'est la grosse base. On a complètement capoté. Alors, en arrivant, les principaux défis qu'on a eus, il était de connaître les gens. Parce qu'avant d'arriver, il y avait des changements à amener, c'était évident, mais pour que ces changements-là puissent être des bien discernés, puis aussi mis en place, fallait connaître les gens. Puis connaître les gens sur 29 villages, c'était un défi. Alors, les premières choses qu'on a faites au tout début, à l'automne, dès le mois de septembre en arrivant, c'est qu'on a fait une tournée de lunch. C'est-à-dire que on a profité des messes dominicales de ces 29 villages-là, sans trop toucher aux horaires, mais on s'est organisé pour qu'après les messes du dimanche matin, les gens étaient invités à amener leur lunch. Ça, c'était dans le temps qu'il n'y avait pas de COVID, qu'on avait des droits civils, tout ça. Fait qu'on pouvait manger ensemble sans se menacer de mort. Alors, on avait fait cette proposition-là et les gens avaient très bien réagi. C'est-à-dire qu'après chaque messe du dimanche, puis après chaque messe du samedi aussi, si je me souviens bien, les gens amenaient leur lunch, samedi à 4 heures, après la messe à 5 heures, puis dimanche à 10 heures, après la messe à 11 heures. Tous ceux qui souhaitaient, on se retrouvait dans la sacristie, puis on partageait un repas, puis là, c'était format libre. Mais ce que ça fait concrètement, c'est que chacun des membres de la nouvelle équipe pastorale fusionnée, qui venait des anciens membres des 3 équipes pastorales, c'est-à-dire les agents de pastorale et les intervenants et intervenantes en pastorale des 3 anciennes équipes, qui étaient fusionnés avec les 3 nouveaux prêtres, entre guillemets, ça c'était la nouvelle équipe pastorale, chacun des membres a eu un contact direct, fraternel, d'au moins 1 heure, 1 heure et demie, avec toutes les assemblées dominicales. Ça a pris 3 mois à faire ça. Et ça a porté des fruits dans le sens que ça nous a donné une connaissance un peu plus directe, un peu plus concrète de, OK, quand on parle de la communauté de Saint-Nazaire, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de la même chose? Parce qu'il y avait des gens dans l'équipe qui connaissaient déjà Saint-Nazaire, mais pour qu'on soit capable en équipe de parler de la même chose, on parle de ces gens-là, d'avoir un visage, d'avoir des noms. Pour parler de la même chose, c'est important qu'on ait cette même expérience-là minimale. Puis, ça a été extrêmement utile, mais en même temps, dans ces 3 mois-là, on s'est rendu compte que la façon d'organiser les célébrations n'était plus soutenable. C'est-à-dire que de continuer comme ça à couvrir les messes, la façon de faire, ça a été extrêmement déséquilibré, là. Ça n'avait pas de bon sens d'essayer de tout couvrir, tout comme avant, alors qu'on était le tiers du nombre de prêtres sur l'équipe de ce qui était couvert pour ce qui couvrait le même territoire l'année précédente. Fait que ça nous a permis de goûter à cette proximité-là avec les gens, mais en même temps, on s'est rendu compte très rapidement, dès le premier automne, que c'était pas possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette première année-là, avant que vous arriviez, puis il y a eu un gros roulement sur l'équipe pastorale parce que cette nouvelle dynamique-là, ça permet plus le même type de proximité avec les gens. Ça permet plus le même sorte de pastoral. Puis on avait en gros entre le début de la première année et les premiers mois de la deuxième année, on avait la moitié des membres de l'équipe pastorale qui étaient plus les mêmes.
qui avaient choisi de s'engager plus au niveau local dans certains cas, certains membres qui avaient quitté l'équipe, d'autres qui étaient partis à la retraite aussi et qui ont été remplacés, pas tous, pas toutes, mais partiellement, ce qui fait que autour de la table, il y avait la moitié de l'équipe qui était complètement différente et tous ces changements-là se sont vécus dans cette première année. Oui, bien sûr. Évidemment, comme tu dis, au début, il a fallu faire un tour de tous les milieux pour prendre contact avec les différentes réalités. Mais comme tu l'as déjà dit, la proximité pastorale avec le monde, ça ne peut plus être la même. Et cela s'est concrétisé aussi dans un horaire de messe un peu différent, auquel moi j'ai travaillé un petit peu plus peut-être. Il a fallu évidemment arrêter un peu de distribuer les messes d'une manière égalitaire à tout le monde, donner la même quantité de messes à tel milieu, à tel autre, aussi d'un point de vue géographique, essayer de couvrir de manière égale tout le territoire. Mais plutôt, nous avons tranquillement essayé de voir quels milieux ils sont plus positifs face à un changement, face à un changement aussi de célébrer la liturgie, de vivre la messe d'une manière communautaire, qui est un souci aussi pour l'évangélisation, peut-être pour des nouveaux arrivants. Alors, évidemment que nous avons commencé à, nous, les prêtres de l'équipe pastorale, à être un petit peu plus présents dans certains milieux plus proactifs, je dirais, où il y a plus de bénévoles, plus de personnes qui s'inquiètent aussi pour l'avenir de l'Église et surtout de la mission évangélisatrice de l'Église. Je pense qu'il y a eu des changements aussi par rapport à l'équipe pastorale, n'est-ce pas, Sébastien? Oui, ben en fait, ce dont on voulait parler un peu aujourd'hui, c'était les différentes mesures qu'on a prises au fil du temps pour tranquillement passer d'une pastorale classique, on va dire, où on fait un peu les mêmes choses qu'on a toujours fait en entretenant les mêmes patterns, pour commencer tranquillement à se désenclaver de ça, puis commencer à réfléchir un peu, prendre la hauteur pour se dire, si on veut devenir une paroisse missionnaire, il faut qu'on change nos façons de faire, il faut qu'on change nos mentalités, il faut qu'on change nos façons de travailler ensemble. Donc, c'est tous des sujets qu'on va traiter dans les prochaines émissions. Mais la première chose que je voudrais mentionner, ça me devance. Quand je suis arrivé, c'était déjà en place. Dans la première année où Thomas et les autres sont arrivés, Monseigneur Corriveau a proposé un temps de retraite avec un intervenant qui était centré autour de la parole de Dieu. Une journée sur deux de toutes les 2 journées qui servaient à préparer l'année pastorale a été consacrée à la parole de Dieu et à la prière. Et ça a vraiment marqué, je pense, l'équipe, si bien que, dans le fond, l'équipe a choisi de maintenir un temps de prière d'au moins 1 heure, 1 heure et demie à chaque rencontre du lundi matin sur un 3 heures, 3 heures et demie de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement la moitié de la rencontre qui sert à méditer la parole et à prier. Donc, moi, je l'ai senti dès que je suis arrivé dans l'équipe l'année d'après. J'ai senti que même si tout le monde n'avait pas les mêmes façons de penser, les mêmes façons de faire, tout ça, il y avait quelque chose dans l'invisible qui liait ces personnes-là. Il y avait une unité dans cette équipe-là qui, moi, m'a étonné parce que j'avais pas l'habitude de voir autant de communion, je dirais, au sein d'une équipe de travail dans les différents milieux où j'avais travaillé précédemment. Et puis, cette dynamique-là est restée jusqu'à aujourd'hui. Donc, à chacune de nos rencontres, on commence toujours par ce temps de prière, de méditation de la parole. Et ça s'est aussi bien prêté au jeu du fait que Alex et Thomas sont du chemin néo-catéchuménal et que c'est une dimension fondamentale de leur spiritualité. Donc, en fait, c'est un gain qu'on a vécu comme équipe de mettre ça au centre de nos rencontres. L'autre chose aussi, c'est que moi, j'ai insisté sur le fait que si on veut susciter des leaders locaux qui sont forts, si on veut les former, les accompagner, il faut qu'on soit nous-mêmes aussi en processus de formation. Donc, en équipe, on a réfléchi à ça, puis on a commencé à prendre dans la première année une après-midi par mois thématique où on dînait ensemble là, dans ce temps-là, où justement on pouvait se voir en dehors à travers un écran d'ordinateur. Et puis on dînait ensemble et l'après-midi, on faisait un temps de formation avec une personne qu'on désignait pour animer l'après-midi. Alors, pour nous, ça paraissait important d'être dans un mécanisme de formation personnelle pour induire cet esprit-là auprès des gens avec qui on était en lien dans nos secteurs. Et puis, en cours de route, il y a avec la formation continue au diocèse, avec Jean-François Morin, on a aussi travaillé sur nos profils disques. Bon, puis on s'est donné des outils comme ça pour apprendre à se connaître puis à mieux collaborer les uns avec les autres. On a aussi pris des temps d'évaluation de nos activités pastorales, c'est-à-dire qu'on a réalisé qu'à chaque rencontre hebdomadaire,
on finissait toujours finalement par abattre des préoccupations, régler des problèmes, être toujours dans l'urgence finalement. Ça ne donnait pas l'occasion de prendre la hauteur pour vraiment réfléchir plus en amont puis se donner une vision. Alors, on a commencé à prendre une avant-midi par mois, une rencontre par mois, strictement dédiée à l'évaluation de nos activités pastorales. Alors, on s'était monté un Trello, là, c'est une application qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur nos dossiers. Ça, c'est quelque chose qu'on avait commencé à faire. Donc, s'auto-évaluer et prendre du feedback les uns des autres et commencer à voir où on veut s'en aller avec ces différents dossiers-là, où ça s'inscrit dans une dynamique d'ensemble, où finalement, c'est pas juste des casseaux, c'est des dimensions d'un même corps, d'une même réalité qui marchent ensemble. On a aussi pris des temps, une fois par mois, pour réfléchir sur notre vision. On avait commencé à se dire où est-ce qu'on veut s'en aller dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, prendre des temps spécifiques pour ça, en dehors de temps où on règle des problèmes. Donc, en fait, on avait sur 1 mois, sur 4 semaines, 2 rencontres de poutine, si on peut dire, de gestion de préoccupations immédiates, puis 2 rencontres plus de temps qu'on prend pour s'attarder à des choses qui sont moins urgentes, mais qui vont être profitables à long terme. Puis, éventuellement aussi, juste avant la pandémie, quelques mois avant, on avait commencé à instaurer une pastorale hybride. Pas tant de pastorale hybride qu'une façon de fonctionner hybride, c'est-à-dire qu'on avait intégré Zoom à nos façons de travailler en équipe. Puis on était rendu à se dire qu'on voulait vivre une rencontre sur 2 en distanciel, à cause de l'énergie, des déplacements, de l'essence que ça demande, ces déplacements-là, l'argent aussi que ça implique. Puis, on s'était dit que, dans le fond, avec le territoire qu'on a, on devait entrer dans cette dynamique-là avec nos leaders aussi, d'apprendre à se rencontrer. Ça te fait rire, notamment? Ah oui, ça, c'est parce que ça, là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Sébastien là, qui est arrivé à l'automne à l'automne de l'année passée, puis qui a insisté là-dessus. Il était gossant, là, faut être fonctionnel à distance, Puis on était là, oui, c'est important, mais ça presse pas. Moi, je me souviens là, d'avoir dit à Seb, OK, on se calme, là, ça presse pas. Puis c'est vrai que c'était logique là, à cause du gaz. Puis, tu sais, il faut comprendre que notre territoire, c'est pratiquement 50 km par 150 km. Il y a des membres de l'équipe pastorale qui habitent dans tous les coins. C'était justifié, mais ça urgeait pas que moi je pensais. Ça urgeait pas. Finalement, on était prêt quoi, Seb? En novembre, décembre à peu près? À peine, oui. Puis quoi, 2 mois plus tard, je peux te dire que le jour où on est passé en confinement, ben nous autres, on a continué de fonctionner comme si de rien n'était, dans le sens qu'on a pu se voir comme équipe parce grâce à ces pressions-là, c'est ça. Oui. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler de cette importance de conjuguer la présence et le virtuel. Mais de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que nous, dans le fond, avec le territoire qu'on a, on ne travaille pas tous dans les mêmes bureaux non plus. On est tous sur des endroits physiques différents. Donc, se retrouver, se parler, c'est comme quasiment un luxe finalement. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Donc, c'était important de donner plus d'occasions de se voir puis de se parler que des rencontres où tout le monde doit se déplacer puis faire beaucoup de kilométrage pour le faire. Et je termine en parlant depuis la pandémie, depuis à peu près mars 2020. On a commencé un processus de vision stratégique, ça on en reparlera aussi, mais on s'est donné 2 années pastorales jusqu'en 2022 pour impliquer des groupes partenaires, c'est-à-dire nos principaux leaders sur le terrain, les groupes qui sont les plus actifs pastoralement, pour leur faire vivre un processus de discernement de où ils en sont rendus aujourd'hui. On appelle ça le voir, leur regarder d'où on part, c'est quoi notre réalité actuelle. Ensuite, il y a une autre étape qui va être vécue l'année prochaine, qui est discerner, c'est-à-dire qui on veut rejoindre, de quelle manière on veut les rejoindre, comment on pense que l'Église peut apporter quelque chose dans leur vie de plus qu'ils n'ont pas déjà. Et puis, on va avoir un plan de match au final de ça qui devrait arriver peut-être à Pâques 2022. Et puis, ça a l'air gros, mais on profite vraiment du ralentissement de la pandémie pour vivre ce processus-là. C'est vraiment providentiel. Et là, c'est là que le virtuel est fondamental parce que ça nous permet d'avoir des rencontres à chaque semaine avec des groupes de 20, 25, 30 personnes en visioconférence. Et donc, on a hâte de voir les fruits de ce processus-là. Mais déjà, on voit que les gens commencent à bouger. On voit que les gens commencent à comprendre qu'on change de modalité. Et ça serait intéressant vraiment d'en discuter une autre fois le plus en détail. Bien, merci Sébastien. Alors, je pense que la table est mise pour se lancer dans cette nouvelle série. Dans les prochains épisodes, nous allons aborder différents thèmes. Le premier de ces thèmes-là, ça va être quels sont les principes fondamentaux qui sont à la base de toute notre action pastorale. Nous allons parler aussi des sacrements, comment on essaye, nous, dans nos paroisses, de donner une vision plus évangélisatrice des sacrements. Il sera important aussi de s'arrêter sur le numérique. Nous vivons notre mission dans un territoire qui est très, très large, très étendu. Les personnes sont éparpillées un peu. Alors, il est nécessaire de se donner des points de rencontre aussi
virtuelle sur Internet. On va voir comment on intègre cela de plus en plus dans notre pastoral. On veut parler un peu des dynamiques d'équipe, comment encourager la co-responsabilité, le fait de se soutenir, de reconnaître aussi les charismes de chacun. Et donc, dans les prochains 2 épisodes, justement, nous allons nous arrêter sur cela. Comment prioriser ce qui est important plutôt que ce qui est urgent. Et dans l'épisode qui va suivre après, le 3e, on va s'arrêter plus précisément sur la gestion des sacrements. Alors, on vous invite à rester avec nous, continuez de nous suivre. D'ici là, on vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.